ça y est, après plusieurs semaines de travail pour la cagnotte, pour mettre en place tout ça, voilà, ça y est, c'est parti. Donc ça y est, aéroport, vendredi 13, et on est parti pour Dakar, continent d'Afrique. Donc voilà, on arrive à Dakar, DKR, il fait chaud, mais on est content d'être là. Donc on a plusieurs objectifs, on n'est pas venu pour faire les touristes. Le premier objectif c'est de se rendre dans le village de Mbagniouargo dans la région de Matam, à 9 h de Dakar, pour en fait faire un mini forage. Le deuxième objectif c'est de rendre visite à des familles albinos pour leur distribuer des crèmes solaires et hydratantes. Le troisième objectif c'était d'aller voir les enfants talibés et de leur faire une pompe à eau manuelle pour pouvoir avoir de l'eau aussi, pour puiser de l'eau dans leur potager, parce qu'ils ont un potager. Donc voilà, direction la pépinière. Alors salut tout le monde, là on est à Dakar, on arrive dans une pépinière. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va récupérer des arbres fruitiers qu'on ramènera à Mbagniouargo Inch'Allah. Donc voilà, ici c'est une pépinière, il y a plein d'arbres, il y a des manguiers, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être on va ramener des denrées au gars, c'est ça? Ouais. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Est-ce que foofu dinañ ci mën a am des poulets? Pourquoi on s'est retrouvé dans une pépinière? Pourquoi on était dans une pépinière? Tout simplement parce que on a mis une cagnotte en ligne. La cagnotte était de 4 433 €, exactement le prix du mini forage, de la construction du mini forage. On a eu plus. Voilà. Donc avec ce surplus d'argent, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut ramener aux villageois, qu'est-ce qu'on peut offrir aux habitants de Mbagniouargo? Et la chose qui est venue directement à nos esprits, c'est des arbres fruitiers. Donc on s'est rendu à la pépinière. Franchement, il faut savoir que c'est la plus grande pépinière du Sénégal, la pépinière du coup de Dakar. C'était une belle expérience. Moi, je n'avais jamais vu de pépinière. Plein d'arbres fruitiers, plein de plantes, plein de fleurs aussi. Il y avait pas mal de choses. Et on a pu constater aussi que les Sénégalais étaient très doués dans tout ce qui concerne le jardinage, tout ce qui concerne la confection, la réalisation de beaux jardins, de toutes ces choses-là. Donc on a été très contents à ce moment-là. On a acheté pas mal d'arbres fruitiers, donc des manguiers, des citronniers. Pas mal. Aïssam, t'es fort, t'arrives à capter les petites jeunes qu'il a eu. Compte, Plusieurs. Donc alors du coup, on a mis tous les arbres fruitiers dans le camion, à l'arrière du camion. Donc il fallait faire attention aussi sur la route. En plus, il faut savoir qu'au Sénégal, comme dans pas mal de pays d'Afrique, les dodanes, voilà, c'est balèze les dodanes. Donc il fallait faire très attention parce que des fois on entendait les manguiers derrière. Et on a pris directement la route, on n'a vraiment pas perdu de temps. Du coup, on a chargé le coffre, on n'a pas perdu de temps et on a décollé direction Matam directement. Franchement, c'était une très belle route. On a fait des pauses, on s'est arrêté à Touba. On a vu pas mal de paysages, franchement, c'était plutôt cool. C'était une très belle route, il faisait très chaud. Très chaud. Matam, c'est tu baisses la vitre, tu mets ta main par la fenêtre, ta main elle brûle. C'est réel, c'est véridique. Donc très chaud, une route de 9 h, on arrive vers les coups de minuit, 1 h je crois là-bas.
Mais très très bien reçu, franchement très marqué par l'hospitalité. Donc on est reçu par Yaya, donc, et sa femme, avec un très très bon repas. Et on nous met tout de suite à l'aise, on nous dit de poser nos affaires là, on nous dit voilà, vous allez dormir là, à la Belle Étoile. Franchement, super bien accueilli. Et voilà, franchement, on a hâte de voir ce qui nous attend et vivement la suite. Donc voilà la petite outil du jour. Hein. Hop, mon petit pote, Falou. Falou le meilleur Falou. Sans lui, il n'y a pas tout ça. Sans lui, il n'y a pas tout ça du tout. Donc voilà les gars, et puis on va voir comment ça se passe. Hein. Là, il est à peine 9h du matin, il fait déjà 40 degrés bientôt. Et le frérot, il va me caler en live. Subasaya Falatolo Gazika Kopanaye Safaye Halmaye Nedon Sena Nedon Torola Dunia Kono Diabana Parisaya Yedo Sukasi. Alors là aujourd'hui, dans un village, on est parti voir le maire, on a été reçu par le maire du village. Donc là on est dans la Madrasa Kolania. C'est quoi? C'est une école coranique. À côté là-bas il y a des enfants qui apprennent le Coran. Ici c'est leurs animaux, ils vivent avec eux, ils s'occupent très bien d'eux. Masha'Allah. Voilà. Ils sont très gentils. On a Shadi un peu fébrile. Tu me fais pas peur. Chasse pas. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا فوجٌ يسبني هانينا يتسول مانيا نيلني منكانو يتولو مالو لكمولا لفي. Ces albinos sont victimes d'une superstition meurtrière. Les sorciers prêtent aux albinos des pouvoirs surnaturels. Suivant le sort qu'ils ont à jeter ou le gris-gris à confectionner, le sorcier réclame une partie de leur corps. Moi j'ai une question à me poser. Pourquoi du coup tu as choisi particulièrement de t'engager sur le plan des albinos? Pourquoi je suis plus dans l'albinisme? Vous savez, les albinos, leur ennemi numéro 1, c'est le soleil. Et nous, dans notre association, on a un volet qui s'occupe des albinos. Et quand on a lancé le projet, et on s'est dit, moi je dis, mais tiens, ça c'est un moyen d'être plus utile. Pourquoi plus utile? Parce que là, il faut trouver des crèmes solaires, parce qu'ils ont besoin des crèmes solaires, parce que le soleil, c'est leur ennemi numéro 1, il faut avoir les crèmes solaires. Les victimes sont souvent jeunes. Leurs corps ont été affreusement mutilés. Ces crimes rituels touchent une population déjà très marginalisée au Burundi. Déjà, la naissance d'un albinos crée des conflits au sein des couples. Par exemple, Abdul ne vivait plus avec son père. Il était avec sa maman qui se battait pour sa survie. À sa naissance, le père ne l'a pas reconnu. La société ne nous accepte pas, ce qui entraîne des divorces. Franchement, c'était vraiment très intéressant pour nous et très instructif. Et franchement, on a eu beaucoup de chance de pouvoir les rencontrer, de pouvoir parler avec eux, interagir vraiment. On avait Falou qui faisait la traduction quand on avait du mal à se comprendre un peu. Mais franchement, on a eu beaucoup de chance et du peu qu'on a fait, on espère que ça les a quand même aidés, quoi. Ouigoulou Matonange, âgé de 10 ans, prend son rôle très au sérieux. Il est le plus âgé de sa classe. Tena huku na kenye Kiswahili kilikopo kinanisumbua.
lakini nilipofika hapo shuleni nikaanza kujijua kidogo Kiswahili. Mwigulu se voit offrir une deuxième chance dans la vie. En 2013, il a été attaqué par 2 hommes qui lui ont coupé son bras gauche. Mmoja akavua kofia yake nyekundu akanifunika usoni, nikaacha kuona, afu akanikata mmoja mkono. Sasa alipomaliza akakimbia. Dans un premier temps, il faut avoir les crèmes. Et quand tu as les crèmes, il faut trouver des albinos et il faut se rendre chez eux pour leur fournir les crèmes à chaque fois qu'il y a le besoin. Donc je me suis dit, ça c'est un moyen pour être utile. Donc montrer aux gens que tu peux être handicapé, tu peux être une personne à mobilité réduite et aider tes pères handicapés, entre guillemets, parce qu'on les considère comme des personnes en situation de handicap. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je vais m'impliquer dans ce projet, dans ce volet, étant membre de l'association, étant responsable de l'association. Donc je prends la responsabilité de gérer ce volet albinisme. Nikiwa mkubwa nataka kuwa rais. Comme la plupart des enfants, Mwigulu reste optimiste malgré l'incertitude sur sa sécurité et la douleur qu'il endure depuis cette journée tragique lorsque son bras a été coupé. Donc du coup, on part de l'école et direction le village de Mbagniworgo. Il faut savoir que c'est assez compliqué de trouver le village parce qu'il n'y a pas de route. Du coup, on passait par des genres de brousse, des genres de désert et tout, c'était pas évident. En plus, il me semble que la clim elle nous a lâchés pendant le chemin, donc pour couronner le tout, c'était pas évident vraiment. Donc après 1 heure, 1 heure et demie de route, on nous dit qu'on est bientôt arrivé. On voit plein de jeunes sur des chevaux. Donc ils étaient tous sur des chevaux, certains étaient sur des mobylettes et ils nous accueillent comme ça, ils klaxonnent, ils dansent avec leurs chevaux, ils lèvent leurs chevaux. C'était incroyable, en fait ils nous demandent de les suivre et on comprend que c'est l'accueil et c'est eux qui vont nous guider jusqu'au village. Et en fait on les suit, on arrive au village et c'est là qu'on voit en fait tous les habitants, les enfants, les femmes, les anciens, tout le monde en train de jouer des instruments de musique, en train de danser, en train de chanter. C'était l'accueil en fait qu'ils nous avaient réservé. Donc on était très surpris. C'est une ambiance, c'est des images qui sont gravées dans ma tête et que tu peux pas oublier parce que c'est une gifle que tu te prends en fait. C'est une tarte. Tu vois des mamans danser, tu vois des mamans chanter. Elles ont pas de moyens, elles ont que des casseroles, elles tapent dedans et tout. C'est marquant ça aussi. J'ai même pas les mots. De toute façon, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Vraiment, je pense que dans ma vie, c'est une des scènes les plus marquantes, une des plus belles scènes. Ça a été vraiment cet accueil-là.
Alhamdoulilah, c'est Mohamed, alhamdoulilah, on est bien arrivé au village de Mbagno. On a l'accueil des habitants, ils nous ont accueillis selon la tradition, ils sont venus chercher avec leurs chevaux. Donc à l'entrée du village qui est très content d'être arrivé. Donc après ça, on a distribué des bonbons aux enfants du village qui étaient super contents. Donc ça fait toujours chaud au cœur de voir des sourires sur les visages des enfants. Et après ça, on leur a ouvert le camion. On leur a dit qu'on avait des arbres fruitiers. On avait aussi des denrées alimentaires qu'on avait récupérées au village de Galoya juste avant de décoller pour Mbagne. Donc on leur a distribué les arbres fruitiers. C'était vraiment pire que content. Après on s'est assis, donc un moment beaucoup plus calme. On s'est assis avec le chef du village, avec tout le village, on s'est tous assis par terre et on a discuté. Ils nous ont posé des questions, savoir d'où on venait. On leur a aussi posé des questions, donc là on a eu vraiment une interaction très simple finalement, très simple, les choses basiques de la vie. On a discuté, ce sont des gens vraiment formidables. Et l'idée en fait qu'on peut avoir d'eux, c'est qu'on se dit ces gens-là, ils ont rien, mais en fait ils ont énormément de choses, c'est juste en termes de matériel qu'ils n'ont pas, mais sinon ils ont pas mal de choses que nous malheureusement on n'a plus. Avant de remercier qui que ce soit, on remercie Fallou, même si ce n'est pas lui le donateur, mais c'est par son biais qu'on travaille avec pas mal d'ONG caritatifs où on a voyagé un peu dans le Sénégal. Donc, cette responsabilité-là, ça devrait être notre responsabilité parce que nous sommes des Sénégalais. Et cette responsabilité sociétale devrait déjà venir de nous. Donc si on voit quelqu'un qui quitte son pays pour venir ici pour aider, nous on ne peut rien faire d'autre à part aider. C'est pourquoi souvent quand on discute par rapport au DV et autres, je lui dis Fallou, essayons de faire l'essentiel et le reste nous on s'en charge. Parce que dans ces conditions-là, travailler sur ces conditions-là, c'est pas facile. Faire un mini-forage pour soulager les gens, nous on est prêt à y partir. Même si c'est pour mettre un mois de route, on est prêt à le faire. Hein. Et là où on ira aussi, nous on donnera quelque chose de l'entreprise déjà. Ici on va donner peut-être quelques lampes pour eux. Maintenant après on verra avec Yaya déjà le besoin. Si on peut le faire, nous on le fera, on pourra mettre d'autres lampes. Et ce matin, le chef de village a dit que ce village a été créé depuis 1960. Vous voyez, depuis 1960 jusqu'en 2002, ils ne parvenaient pas à avoir de l'eau potable. C'est aujourd'hui, c'est dans vos mains qu'ils ont eu ça. Donc Dieu est témoin de cela. Et que Dieu vous paye, que Dieu vous récompense. Là, vraiment, ça nous va tout droit au cœur. Vous avez parcouru combien de kilomètres pour être là? Beaucoup. C'est beaucoup de kilomètres pour être là. Hein? Combien de villages traversés pour être là, pour arriver à ces villages-là? Combien de régions traversées? Et donc, vous voyez ça. En tout cas, c'est plus fort que nous. Et c'est des populations, donc c'est des populations que vous sortez de la pauvreté. C'est des populations que vous permettez à avoir de l'eau potable. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est une population aujourd'hui, avec l'accueil que vous avez vu, c'est une population très heureuse. Ils sont heureux grâce à vous. Au nom du village, au nom du chef de village, qui vraiment n'a cessé de vous remercier. N'a cessé de vous remercier. Et avec surtout ces denrées que vous avez données. Vous voyez maintenant avec la cherté de la vie. Hein? Et si vous amenez ces denrées-là pour eux, vous voyez ce que ça fait. C'est un ouf de soulagement pour cette population-là. Vous voyez, pauvre, vous voyez la pauvreté. Rien qu'en venant ici, vous savez que la pauvreté est là. La pauvreté, elle est visible partout. Et vous, au moins, vous êtes venus, donc les sortir, ne serait-ce que vous les sortez de la pauvreté de 24 heures ou de 48 heures. Je sais que ces 24 heures ou ces 48 heures-là, ils ne seront pas pauvres parce qu'ils ont de quoi à manger. Et pour ce qui est de l'eau potable, ils en auront pour toujours.
moyen de communication. Comme j'ai dit, on ne parle pas leur langue. Qu'est-ce qu'on fait? On danse. Qu'est-ce qu'on fait? On chante. On fait le tour du village. Forcément, on arrive quelque part. On va pas rester caché dans une maison toute la journée. On sort, on va voir les enfants, on va voir les mamans, on va voir les papas. Et donc voilà, on est au village, on en profite aussi pour visiter leur quotidien. On descend près de la rivière qui est à la frontière de la Mauritanie. Donc c'est là-bas qu'ils se baignent, c'est là-bas qu'ils se lavent. Les animaux, c'est peut-être là-bas qu'ils font leurs besoins, mais c'est leur quotidien depuis plus de 60 ans. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans l'eau, on se met torse nu et puis on plonge, forcément, parce qu'il fait chaud. Et que là-bas, en France, tu te dirais, ah, je me baigne pas dedans, t'as vu, c'est dégoûtant. Mais là-bas, tu réfléchis même pas à ça. T'as chaud, tu vas dans l'eau directement. C'est pas les mêmes conditions. Et ils nous font visiter même leur jardin. C'est la première fois de ma vie que je vois du coton dans un arbre. Coton pur les gars, hein. Pas de polyester, pas de mélange ici. Que de la pure pour les durs. Le peu de choses qu'ils ont, ils nous le montrent, ils sont fiers de nous le montrer. Vraiment, ils sont fiers de nous montrer leur culture, de nous montrer leur quotidien tous les jours, de nous montrer grâce à quoi ils survivent. Parce qu'il faut savoir que là-bas, ils ne vivent pas, ils survivent. Ça y est, première journée, c'est terminé, on rentre. Donc on dépose l'ancien dans son village, celui qui nous avait déposé, là, celui qui nous avait guidés plutôt. Et première galère, vraiment. Je me suis jamais dit ça dans ma vie. Hein. On a crevé dans le désert. Incroyable. On roule comme si de rien n'était et tout. On a fait plus de 900 bornes. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Le van il crève. Mais c'est pas il a crevé vite fait. Hein. Nous on a forcé, on a essayé de tenir le plus longtemps, on est dans le désert. Hein. Le van il a crevé. Et c'est quoi le plus drôle dans l'histoire? C'est que même dans le noir, parce que la nuit tombait, hein, même dans le noir au milieu de rien du tout, à n'importe quelle heure, t'as des enfants, ils vont sortir de n'importe où. Ils vont venir te voir. Donc vas-y, nous on débloque la roue et tout, il y a les gars qui s'occupent de la réparation et tout ce qui s'ensuit. Chacun met un petit peu la main à la pâte, tu vois. Les petits ont des vélos, on prend leur vélo, on lève, on joue avec eux. Ah non, incroyable. Donc voilà, au bout d'1 heure et demie, hein, il fait vraiment nuit totale. Ça se débloque comme situation et puis on part, ça y est. On rentre chez Yahya, on rentre pour dîner et puis on part se coucher en attendant le lendemain. Direction Gorée les gars. C'est le lieu emblématique du
Sénégal, hein, c'est le lieu où chaque personne qui s'est rendue au Sénégal allait visiter ce lieu-là. Ça te met une tarte. Parce que les murs parlent. Tellement c'est puissant. L'île de Gorée, c'est une île déjà qui dégage une certaine énergie. Il faut savoir que c'est très très beau l'île de Gorée avant de rentrer plus en détail. C'est une île qui est vraiment magnifique. C'est à même pas une demi-heure de Dakar avec un ferry. C'est super beau. C'est une île d'ailleurs qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, donc on essaye de la préserver au maximum, cette île-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'île de Gorée, en fait l'île de Gorée c'était un des lieux, il y en avait plusieurs au Sénégal, hein. Il y avait d'ailleurs Saint-Louis aussi, où les esclaves qui étaient capturés dans les terres d'Afrique étaient transférés avant la grande traversée vers les Amériques. Ils entassaient des gens dans des cellules. Tant que la porte ne pouvait pas se fermer, ils entassaient des gens dedans. Toujours plus. Des femmes, des enfants, ils les séparaient. Vraiment, ce qui m'a le plus touché, c'est les messages. À la sortie de la maison des esclaves de l'île de Gorée, c'est d'ailleurs la dernière maison des esclaves qui reste, hein, qui est vraiment fait pour pas qu'on oublie. Ce sont les messages. Et en fait, il y a un message où c'était des gens qui vivaient en Haïti. Donc en Haïti, c'est aux Antilles, aux Amériques, quoi. Qui disaient que 4 générations, ils n'ont pas pu oublier d'où ils viennent. Ça m'a touché. Ça m'a touché en fait. Parce que c'est une réalité. Les Noirs qui vivent aux Amériques, qui vivent aux USA, qui vivent même au Brésil ou dans les îles, ils ne sont pas retrouvés là par hasard. Ils ont été forcés. C'est incroyable en fait. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur. Après, voilà, c'est... Le monde est fait d'histoires horribles. Ça, c'est une des histoires les plus horribles du monde. Je pense que le devoir de mémoire, il est pour tout le monde, il n'est pas seulement que pour les personnes noires. Le devoir de mémoire, il est pour tout être humain. Ça a marqué l'humanité. Ça fait partie de l'histoire. Il y a énormément de gens qui sont morts, qui ont été maltraités par des colonisateurs, qui sont notamment les Français, qui sont les Portugais et qui sont les Néerlandais. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours intéressé, déjà même avant d'aller au Sénégal. Donc, je me suis déjà un petit peu renseigné sur cela. Au Sénégal, du coup, on a pu approfondir nos connaissances, surtout qu'on avait un guide qui était extrêmement gentil. Et pour la petite anecdote, notre guide était originaire de la région où on a effectué du coup l'action humanitaire. Parce qu'à l'époque, l'esclave n'avait pas le droit de tomber malade. Une fois l'esclave malade, il était systématiquement balancé à l'eau. Parce que les Négrés ne voulaient pas avoir des épidémies dans les bateaux. Il n'y avait pas de médecins, pas de pharmaciens dans les bateaux. À chaque fois qu'un esclave est malade, pour ne pas contaminer les autres, il était jeté à l'eau. Le lendemain matin, donc avant de retourner sur le village, on a toute une programmation sur la journée. Mais on commence tout d'abord par visiter une école locale. Donc on s'y rend. Et franchement, je crois que c'est un des souvenirs les plus marquants pour moi de ce voyage. C'est clair. Où est tes noirs? Clair. D'accord. Sa taille. Sa taille. Il est grand, il est petit ou il est moyen? Il est moyen. Il est gros ou il est mince? Et tu vois vraiment les conditions dans lesquelles les enfants hors de France travaillent. Et les conditions, elles sont vraiment sales. Ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que ils ont rien. Mais au sens propre du terme, ils ont vraiment rien du tout. Alors qu'en France, quand tu fais la comparaison, vous allez me dire c'est facile de faire la comparaison, c'est pas les mêmes modes de vie et tout, mais tu es obligé de faire cette comparaison-là.
Ils ont tout en France et ils se plaignent. Ils ont un mauvais comportement envers les éducateurs, envers les professeurs. Tu visites un petit peu les locaux, la cantine elle est dehors, elle est par terre. Elle est par terre là. Les gens ils viennent, ils s'assoient par terre, en ronde et ils mangent par terre. Ça fait mal au cœur. Donc ça c'est la cuisine de l'école. C'est la cuisine de l'école, elle prépare ici. Et les préparations c'est du lundi au vendredi, tous les jours. Ok. Heureusement qu'ils ont des partenaires avec qui on parle. C'est ces partenaires-là qui amènent les vivres ici. Mais bon, là, il leur faut au moins une cuisine, un réfectoire, pourquoi pas. Bien sûr. Les élèves-là, ils mangent sous le soleil. Hein? Ils mangent sous le soleil, ils mangent toujours en contact avec les vents, avec les poussières et tout. Au départ, ils sont timides. Mais très très vite, ils se prêtent au jeu. Et ils viennent devant tout le monde et ils chantent pour nous. Et ils viennent toujours avec toute l'humilité et toute la modestie qu'ils ont. C'est indéniable. Donc voilà. Et franchement, c'est une fois qu'on est parti, j'avais la boule au cœur. J'ai plus parlé pendant un petit moment après. Parce que j'étais pas bien. Je faisais le transfert et forcément c'est pas... Tu te dis qu'ailleurs c'est vraiment la galère. Mais qu'ils ont cette motivation et cette envie de vouloir s'en sortir. Et que le parcours pour eux, il est beaucoup plus dur, mais il est beaucoup plus honorable que chez nous. Au village de Mbagnourgo, du coup pour faire l'inauguration du mini-forage, on est parti rendre visite à pas mal de villages, moins 5 villages, que des villages qui sont dans des conditions très difficiles. Et la hiérarchie du ordinateur, vous voyez toutes les maladies, la hiérarchie du par rapport à la famille, par rapport à la sécheresse, par rapport aussi à souvent on a besoin d'eau, problème d'eau. Vous voyez notre mosquée là-bas, la mosquée là-bas, donc c'est la mosquée du village, voilà, il n'y a même pas de fenêtre. On est là, on est en chantier, mais c'est pas encore fini. Qui n'ont pas eu la chance, peut-être comme d'autres enfants. Ils sont là, ils ne vont pas à l'école. Déjà, avec leurs propres moyens, ils ont construit une salle de classe. Vous voyez, donc c'est ce qui est là. Heureusement, ils ne parviennent pas à trouver un enseignant. C'est ça, tous ces gens. Vous voyez là, ils sont là, ici. Hein. Peut-être pratiquement, leur principale activité, c'est quoi? C'est l'élevage. Ils ne font rien d'autre. Et alors que nous tous, nous connaissons l'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est qu'il doit faire. L'enfant, c'est qu'il a dit, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. Un enfant du lundi au vendredi, du lundi au samedi, sa place, c'est pas de rester dans la maison. Sa place, c'est d'aller à l'école. Tout ça, nous, ce que nous voulons, c'est déscolariser nos enfants. Français, anglais, arabe, tout ce dont on a, on prend. On est preneur.
on vous souhaite la bienvenue. Merci, Barakallah. On vous souhaite la bienvenue. C'est une région qui est assez désertique. C'est vraiment les portes du désert. Il y a une tempête de sable. Le ciel était orange, donc vraiment c'est pas un filtre au snap. Le ciel était vraiment orange. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Vous voyez, cette citerne là-bas, là. En fait, cette citerne-là, il leur faut parcourir 5 km. Donc il y a un forage, mais le forage là se trouve à 5 km d'ici. Donc pour avoir de l'eau, ils sont obligés de se déplacer avec ces citernes-là. Donc là, on s'est vraiment retrouvé dans des villages où les gens, en termes de matériel, ont rien. Pas d'école, pas d'accès à l'eau potable, pas d'électricité. Certains ont même pas de mur sur leur maison, genre il manque un mur, il y a des trous. Et là vraiment j'ai vu pas mal de personnes, des gens qui souffraient, faut dire la vérité. Qui souffraient, bon ils ne nous montraient pas tout de suite qu'ils souffraient parce qu'ils sont très souriants. Mais en discutant avec eux, en les mettant à l'aise, en discutant, bon, on constate que voilà, quand même il y a une souffrance. Vous avez tout vu, vous connaissez maintenant nos difficultés. Nous, notre problème majeur c'est de l'eau. Quand tu veux avoir un jardin, il faut impérativement avoir de l'eau. Pratiquement ici on n'a plus de jardin, donc vous connaissez la cause parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc si on avait de l'eau, vraiment on allait avoir un jardin. Lui qui doit s'occuper de s'abreuver, de boire, vraiment on n'a pas le temps de pratiquement d'arroser un jardin. Pratiquement ici, tous les villages, nous avons les mêmes problèmes. Talibé Gang. Ça marque la fin du séjour, d'une certaine manière, parce que c'est le grand final, c'est le bouquet final. Les talibés sont des enfants qui sont envoyés par leurs parents chez des familles, on va dire, musulmanes pour qu'ils apprennent le Coran pendant un petit moment, 1 année, voire 2 années. Et en échange, ces enfants, eh bien, ils vont mendier, ils vont essayer d'aller gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Donc on est arrivé toujours accueillis en musique, en chant, en danse, comme d'habitude. Très bien accueillis, on a pris le petit déj avec eux. Après on a organisé un match de foot. Voilà, nous sommes actuellement à Kermbaïfal avec l'association Les Petites Gouttes qui s'occupe des enfants talibés. Les enfants, comme vous le savez, c'est des enfants, des enfants qui apprennent le Coran. Donc l'association Les Petites Gouttes s'occupe d'eux. Donc là, nous sommes actuellement dans leur jardin, qui n'avait pas d'eau. Ils cherchent d'eau chez les voisins. Maintenant, le jardin n'avait pas d'eau, donc aujourd'hui on est là pour leur offrir de l'eau pour qu'ils puissent cultiver. Ce qu'ils cultivent, c'est eux qui vont le manger. Alors une partie, ils vont le vendre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà en gros ce que nous comptons faire aujourd'hui. On va dire que cette pompe à eau, ça a été la cerise sur le gâteau, ça a été le bonus. C'était pas prévu
honnêtement. On nous l'a proposé parce qu'on avait un petit surplus d'argent et on l'a fait. C'était une très très belle après-midi aussi. C'est comme si on retombait en enfance en fait. Donc franchement c'était un moment assez cool. On a pu partager avec eux et je pense qu'ils ont kiffé aussi, je pense. C'était différent pour eux, ça les sortait un peu de leur habitude de voir trois mecs comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire, pourquoi ils sont là et tout. C'était intrigué, ça se voyait, donc non, c'était marrant et franchement ça nous a fait plaisir et je pense qu'à eux aussi ça leur a fait pas mal plaisir. Mais ici on est où ici là? Ici, au terrain de football. Non mais là c'est quoi le pays d'ici là? C'est le Sénégal. Hein? C'est quoi ici là? Sénégal. Ok d'accord, et qui c'est qui va gagner le ballon d'or? Oui, Sadio Mané. C'est qui? Sadio Mané. Sadio Mané? Oui. Ok, bon on est ensemble. Là t'as vu, on va voir c'est qui est fort au foot et qui c'est qui est nul au foot. C'est qui le meilleur joueur du monde? Sadio. Et le... Ah. Et Messi. Et le meilleur ici là c'est qui là? Ici. Ouais. C'est vrai? C'est moi. Ah ouais? Oui. T'es sûr c'est toi? Oui. T'es sûr c'est toi? Oui. C'est sûr c'est pas lui? Oui, c'est moi. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Lui, il ne sait rien. C'est qui le plus fort au foot ici là? C'est moi. C'est toi? Lui, il ne sait rien. C'est vrai? Il ne sait rien. Ah ouais? Tiens, fais la passe, vite fait, fais la passe. Vas-y, on va voir si je sais faire la passe. Oh là là, oh non, oh il est trop chaud. Applaudissez, oh là là, oh. Ah t'es trop chaud. Ah t'es là, il est là. T'es là cette année. J'avoue, t'es là cette année. Donc du coup, retour au village et la stupéfaction. On arrive, on constate que notre mini-forage est à terre. Faut savoir une chose, c'est qu'un voyage humanitaire sans galère, ce n'est pas un voyage humanitaire. On était choqués. Non, Pasteur, son souci était, est-ce que le panneau était cassé? Totalement. Voilà. Maintenant, son souci est réglé. Il s'est jamais sur moi. Mais bon, t'inquiète. Ça a un peu retardé la fin du chantier. Et on était un peu en panique parce qu'on sait que tout le monde attendait ça, qu'ils avaient même organisé une fête, ils avaient fait à manger. Donc, La famille, on est revenu au village, il y a eu une petite urgence. Comme vous pouvez le voir, la citerne, avec le vent, elle est tombée. Donc là, on est venu avec un petit peu de matériel et les techniciens, on va essayer de régler ça pour pas trop ralentir le chantier, Inch'Allah. On a repris les minibus, on est parti au village. Est-ce que vous vous rendez compte que autant de routes, etc. pour voir ça, pour acheter du placo, pour solidifier du coup le mini forage. Et on est revenu à fond. On a mis du placo partout pour bien que ça puisse bien tenir. Bouge, genoux, pied, je recommence. Tête, épaule, genoux, pied. Comme vous le voyez, nous sommes actuellement là où les gens pèsent pour le forage. Ils ont eu de l'eau à partir de 9 mètres, mais les 9 mètres ne suffisent pas, ils vont continuer jusqu'au minimum 15 mètres pour avoir 15 mètres pour que l'eau ne manque pas pour ce forage. Donc du coup, ils ont enfoncé les tuyaux, ils vont continuer à le rallonger. Donc tout à l'heure, on aura de l'eau, Inch'Allah, si tout se passe bien. Inch'Allah.
Donc du coup, par rapport à la mésaventure qu'on a eue, on a perdu pas mal de temps. Et donc les minutes, les heures passent et l'eau n'a toujours pas jailli. La nuit est tombée. On attend, et là on arrive dans la dernière demi-heure où ça y est, on a touché l'eau. Maintenant c'est que de l'électronique. Donc là on rentre la pompe à eau dans le trou. Chers frères, pratiquement on y est, la pompe est dedans déjà. Bientôt, dans 2 minutes, l'eau va commencer à couler ici à Banworgo. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. La pompe est déjà arrivée au fond. Okay. Vous voyez, donc la pompe a déjà touché l'eau. D'accord. Maintenant, il reste seulement de raccorder ça à la bassine qui est en haut et au réservoir là en haut. Et d'ici 2 minutes, d'ici 2 à 5 minutes, l'eau va commencer à couler ici. C'est ça, si ça plaît au beau Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah. On y est déjà, on y est déjà. Donc là c'est vraiment le suspense, hein. Là c'est la fin. Ça, vous voyez les enfants là, il est presque 23h, ils sont tous là. Ouais. Personne ne dort dans ce village là aujourd'hui. Personne ne dort, tout le monde est là. Là c'est des longues années d'attente, là ça y est. C'est des longues années d'attente là qui vont être récompensées. Des longues années d'attente. Depuis 1960 jusqu'à présent, le village ne parvenait pas à avoir d'eau. Donc voilà, on a pratiquement tout le monde est là. On a la présence du maire de la localité qui est là, avec tous les notables aussi de la zone. Et les notables aussi nous venant de la Mauritanie qui sont tous là. Alhamdulillah. Tous là à attendre l'eau. On y est presque les frères. On y est vraiment presque les frères. Messia, tu veux dire quelque chose ou pas? Alors, franchement, la chose que je voudrais dire, c'est d'abord, avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pu être une cause à la réalisation de ce projet. J'aimerais remercier nos parents aussi, nos parents qui nous ont donné la force, qui nous ont fait confiance, qui nous ont laissé aussi venir ici. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pu partager, qui ont pu participer à ce projet humanitaire. Et j'aimerais surtout remercier particulièrement Fallou et notre cher frère Yahya qui est ici, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis comme si on était de leur famille. De toute façon, c'est totalement devenu la famille. Et j'aimerais bien évidemment remercier, pour finir, le plus important, les habitants du village de Mbagnourgo pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Et vraiment, je les remercie du fin fond du cœur. Ils nous ont fait vivre une expérience incroyable. Ce qu'on leur ramène, c'est pas nous qui leur ramenons, c'est Dieu qui leur ramène. Nous, on est juste une cause. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur. Merci. T'as dit quoi mon ref? Ça trempe, ça monte, tout est en train. Sensation extraordinaire. Hein. Ah, c'était incroyable de voir l'eau jaillir, les habitants. Tout le monde était content, tout le monde dansait, tout le monde chantait. C'est vraiment le plus beau souvenir de ce voyage pour moi parce que leur réaction en fait elle a vraiment pas de prix en fait. Je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, que c'est l'aboutissement de tout ça finalement. Et de voir leur réaction, de voir des rires, des pleurs, c'est
ça, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est fini. Ils auront de l'eau pour toujours. Tout le monde tape des mains. Hey, 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 Avec du recul, maintenant qu'on est rentré ici en France, j'ai pas le sentiment, et je dis vraiment pas ça pour paraître humble ou quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je pense que les personnes qui ont vécu des voyages humanitaires aussi intenses que ça vont totalement comprendre ce que j'essaye de dire. Et je n'ai pas l'impression de leur avoir apporté quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai vraiment le sentiment que eux m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire. Parce que finalement, nous on leur a apporté de l'eau, mais eux, ils nous ont apporté énormément de choses. Ils nous ont donné une leçon de vie. Il n'y a pas plus grande satisfaction, je pense, que de se dire soi-même que tu as accompli quelque chose, dont tu es fier. Et que là, quelque part dans le monde, tu as réalisé quelque chose pour des gens. Et forcément, on veut pas tous mérite. Parce que nous, on a juste été à l'initiative de ce projet. Mais encore une fois, et c'est peut-être bête de le redire, mais sans les gens qui donnent même 1 euro, on peut pas faire ça. On peut pas. C'est une question d'humanité avant tout. Tu peux être juif, musulman, chrétien, athée, ce que tu veux, noir, blanc, ce que tu veux. C'est des humains qui doivent vivre dans la dignité et tu leur as apporté ce droit à la dignité. Le droit d'avoir de l'eau potable. Ah, le mot de la fin. Bah, ça a été 10 jours. 10 jours très très intenses où on était vraiment coupé du monde. Pour le coup. Très marquant. Voilà, on dit au revoir à tout le monde. On a le cœur un peu serré parce qu'il y a des petites complicités qui se sont installées entre nous et des petits, les mamans, les mecs de nos âges. Donc voilà, il y a un peu de mélancolie qui s'installe, on va dire. C'est le moment de prendre la route, de dire au revoir à tout le monde. On espère qu'ils se souviendront de nous, que ça leur profitera vraiment. Que tout ça, ça soit utile et que ça éveille les consciences. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important parce qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a encore beaucoup de villages, il y a encore beaucoup de pays où ils sont en manque d'eau, de denrées alimentaires, d'électricité, de tout. On a tissé des liens très forts. Donc forcément c'est difficile. C'est très très difficile. Ça m'a fait mal au cœur. C'est passé comme dans un rêve. Ça a été très difficile de dire au revoir à nos amis qui sont devenus comme des frères pour nous. On a vraiment appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses en termes d'émotions. Moi, ce que je peux dire, c'est que chaque personne qui est attirée par l'humanitaire, allez-y. Réfléchissez aussi pourquoi vous le faites. Soyez humble dans votre démarche. Soyez humble envers les personnes que vous allez rencontrer parce que vous n'êtes pas mieux qu'elles. Et maintenant, je remercie les frères. Vous les frères qui vous avez choisi le Sénégal, c'est pas le hasard. Moi, j'ai l'habitude de dire le hasard, c'est la main de Dieu quand il ne veut pas signer. Donc vous avez choisi le Sénégal parce que voilà, il y a des frères musulmans donc qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Donc vous aussi, on vous remercie. Vous avez payé votre billet, vous avez payé à manger, etc., etc. Vous avez dépensé de l'argent, d'énergie, juste pour soulager des populations. La récompense d'Allah est 1000 fois plus cher, plus grand que les remerciements des gens. Donc on vous dit qu'Allah vous protège, qu'Allah
veille sur vous et qu'Allah vous facilite pour que vous puissiez encore faire d'excellentes choses. Non seulement vous avez fourni un forage, mais vous avez doté aux villageois des denrées alimentaires, des arbres fruitiers. Et nous savons tous les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demandait d'offrir de l'eau aux frères, aux nécessiteux. Il faut planter des arbres fruitiers et voilà, il n'y a pas de condition, vous avez vu. Donc, barakallahu fik à toutes les personnes qui ont aidé la réussite de ce projet et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Fallou, mon frère. The meaning of forgiveness. People make mistakes, only God can judge me. Life is worth living again. Another day, life is worth living again.